Le 27 mai 1896, le commandant d'Arget, convaincu que la pensée produit un rayonnement lumineux que l'on peut capter sur une plaque photographique, regarde fixement pendant une demi-heure une bouteille d'eau-de-vie. Puis il place une plaque vierge dans un bain de révélateur, pose sa main dessus et son front sur sa main, tout en pensant fortement à la bouteille qu'il vient de voir. Au bout de 5 minutes, il développe la plaque. La première photo de la pensée, dit la légende, tandis qu'une flèche indique où se trouve le goulot. Dans cette autre tentative du commandant d'Arget, un pianiste pense très fort au portrait de Beethoven posé sur le piano devant lui. L'image est captée par une plaque photographique appliquée directement sur le front du sujet. Contrairement à ses expériences spirites, le mouvement de la photographie conceptuelle, apparu dans les années 60 du XXe siècle, ne cherche pas à photographier la pensée, mais à penser avec la photographie, à exprimer des concepts non pas avec des mots, mais avec des images. Mais comment faire? Comment représenter le concept de vide, par exemple? En 1958, le peintre Yves Klein invite le public à venir voir les murs entièrement nus d'une galerie d'art, l'œuvre exposée étant ce vide lui-même. L'événement est photographié, les images prouvent qu'il a eu lieu, sans plus, car il n'y a rien à voir. 2 ans plus tard, Yves Klein choisit d'incarner le vide, non plus par une absence, mais par un geste radical qu'il met à la une d'un pastiche de journal populaire. Le sceau du peintre du premier étage d'un pavillon de banlieue, que seule la photographie peut ainsi saisir, donne corps au concept, le transforme en réalité visible. Yves Klein s'est bien jeté dans le vide ce jour-là, mais en bas, il y avait une bâche tenue par des amis. Un autre cliché du même décor, sur lequel ne figure ni le peintre ni la bâche, a permis au photographe Harry Schunk, auteur de ces images, de réaliser un montage rendant possible l'incroyable exploit. Cette manipulation est une exception. Quand le même Harry Schunk photographie en 1971 une performance de l'Américain John Baldessari, il n'y a ni montage ni trucage. L'artiste joue pour de vrai devant l'appareil. Son geste, simple, enfantin, incarne de façon ludique le rapport du petit et du grand, du proche et du lointain, dans l'espace bidimensionnel d'une image. Cette création fait partie d'un travail collectif intitulé « Jetée numéro 18 », qui a réuni 27 artistes sur une jetée abandonnée du port de New York. Une expérience unique qui montre la diversité des gestes de l'art conceptuel des années 70. L'Américain Mel Bushner trace sur un pilier une ligne de 22 pouces et demi, une intervention minimale qui montre que dans toute image, l'échelle réelle des objets est une notion abstraite. Le Hollandais Jan Dibets demande au photographe d'attraper le temps qui passe en prenant en 24 heures 24 images cadrées de façon rigoureusement identique. La performance du New-Yorkais Vito Acconci a pour but, dit-il, d'améliorer les relations humaines au quotidien. Pour cela, il se fait photographier les yeux bandés, les mains liées derrière le dos, tandis que quelqu'un, en qui il n'a pas du tout confiance, l'emmène au bout de la jetée. Dans le projet de la jetée numéro 18, les 27 artistes créent devant un photographe professionnel qui capte le résultat. Mais en d'autres occasions, ils prennent eux-mêmes l'appareil en main. Dans la performance Toe Touch, toucher sa pointe des pieds, Vito Acconci se propose de faire sa gymnastique tout en tenant un instamatique et en prenant un cliché en bas, un cliché en haut, et ainsi de suite. Le but est de lâcher prise, de réaliser avec un appareil amateur des images débarrassées de toute subjectivité, de toute intention artistique.
Throw, jeter. Ramener en arrière le bras qui tient l'appareil, prendre une photo. Faire le geste de jeter l'appareil, prendre une seconde photo. La photographie, conçue comme une simple activité qui n'a rien à montrer ni à cacher, c'est l'opposé de la notion d'œuvre d'art et de son exigence de maîtrise technique et esthétique. Même si, dans un second temps, Acconci inclut ces fragments de réel brut dans des compositions élégantes et soigneusement équilibrées. Blinks, cligner des yeux. Marcher dans la rue en s'efforçant de ne pas cligner des yeux. À chaque clignement involontaire, prendre une photo. L'image est prise à l'aveugle. L'obturateur ouvert remplace l'œil fermé. L'appareil est pour Acconci comme un prolongement du corps, une prothèse qui lui montre ce qu'il ne peut pas voir. Avec les images qu'il prend à Passaic dans le New Jersey, l'Américain Robert Smithson va encore plus loin dans ce culte de l'appareil amateur. Selon lui, ces photographies ne doivent rien à sa subjectivité. Ce sont des images faites, dit-il, sous l'emprise de l'instamatique, comme si l'appareil était doué d'une vie propre. Mais Smithson change totalement le statut de ces images quelconques en les publiant dans une revue d'art contemporain sous le titre de « Monument du Passaic ». Chaque élément de ce paysage vaguement industriel est ainsi anobli par une légende qui l'accompagne. Il y a le monument des grands tuyaux, le monument avec ponton, le monument bac à sable, le monument fontaine, une allusion transparente au premier ready-made de Marcel Duchamp, datant de 1917, un urinoir rebaptisé Fontaine, mis sur piédestal et signé. Une œuvre d'art, la grande référence des artistes conceptuels. Avec les petits livres qu'il publie dans les années 60, le peintre Édouard Rouchat invente le ready-made photographique. Various Small Fires, divers petits feux, rassemble des images de petits feux, certaines prises par Rouchat, d'autres trouvées de ci de là. La série s'achève sur l'image tout à fait incongrue d'un verre de lait. Dans 26 Gasoline Stations, 26 stations-service, Rouchat est encore plus systématique. Après avoir photographié 80 stations-service entre Los Angeles et l'Oklahoma, il en a choisi 26, éliminant, dit-il, les images trop intéressantes pour montrer la réalité telle qu'elle dans une absolue neutralité. Chacun de ces livres repose sur une règle du jeu appliquée à la lettre. Dans Sunset Strip, un livre pliage qui, une fois ouvert, mesure 8,5 mètres, Rouchat a voulu montrer tous les bâtiments qui longent cette avenue de Los Angeles, le côté nord en haut, le côté sud en bas. Les images ont été prises par un appareil photo automatisé installé à l'arrière d'un pick-up. Rouchat était au volant, effectuant plusieurs passages successifs le long de l'avenue pour ne manquer aucun bâtiment. Le montage est rudimentaire. Rouchat ne cherche pas à créer l'illusion d'une continuité du réel, parce que la réalité des façades de l'avenue n'est pour lui qu'une illusion. Un décor factice, dit-il, comme ces décors de villes de western, avec leurs façades en carton, derrière lesquelles il n'y a rien. Les livres-objets de John Baldessari sont encore plus ludiques. Celui-ci, intitulé « Une phrase en 13 parties », est fait de photogrammes tirés de séries télévisées, chacun étant associé à un mot, des verbes dans un sens, des adjectifs dans l'autre. Selon la manière dont on déplie le livre, on obtient différentes combinaisons. Baldessari aime le jeu, le hasard, l'imprévu.
Dans cette série de 1972, il lance 36 fois de suite 4 balles en l'air en espérant qu'elles formeront un carré dans le ciel. C'est un échec, mais Baldessari garde tout de même les 8 résultats les plus approchants. « Je ne prétendais pas faire de l'art, dira-t-il plus tard. Je voulais juste m'amuser. » Tout dépend de ce qu'on entend par art. Pour Bruce Nauman, par exemple, l'art, c'est tout ce qu'un artiste peut faire dans son atelier. Neck pull, tirer sur son cou. Cockeyed lips, lèvres qui louchent, 1968. Il y a de l'humour dans ces images où Nauman se met en scène. Dans l'autoportrait en fontaine, encore un hommage à Duchamp, il semble cracher sur les bonnes manières. Tandis que dans l'échec d'une tentative de lévitation, il joue de la double exposition pour se montrer en train d'échouer dans une tâche impossible, un Buster Keaton de l'art conceptuel. Plus tard, dans les années 80, les artistes suisses Peter Fischli et David Weiss jouent eux aussi avec le thème de la chute. Dans les assemblages précaires de cette série intitulée « Un après-midi tranquille », des objets communs cherchent à s'affranchir des lois de la pesanteur. Les images, prises juste avant que tout ne dégringole, saisissent le concept d'équilibre dans ce qu'il a d'héroïque et d'absurde. Mais elles sont avant tout drôles, comme seule la photographie conceptuelle sait l'être, sans doute parce qu'elle est la seule à ne pas se prendre au sérieux. Misunderstandings, malentendus, une théorie de la photographie, semble faire exception. Cette œuvre de Mel Buchner, datant de 1970, est une simple enveloppe contenant 9 fiches sur lesquelles l'artiste a recopié des citations célèbres sur la photographie. La photographie ne peut pas enregistrer des idées abstraites. Encyclopædia Britannica. J'aimerais que la photographie rende la peinture méprisable, jusqu'à ce que quelque chose d'autre rende la photographie insupportable. Marcel Duchamp. Et si Mao Tse-tung parle sans surprise de la véritable fonction de l'art révolutionnaire, Proust étonne en déclarant que la photographie est le produit d'une aliénation totale. 3 de ces citations, précise Buchner, sont complètement inventées, mais il ne dit pas lesquelles. De toute façon, vraies ou fausses, il les trouve toutes stupides, même celle qui est attribuée au philosophe Wittgenstein. La dernière carte de l'enveloppe est le négatif d'une photographie de Buchner intitulée « Actual Size », grandeur nature. Ce négatif ne mesure que quelques centimètres, mais les tirages positifs étaient grandeur nature à 1 mm près. Pour s'en assurer, Buchner a fait figurer dans l'image de sa propre main un segment de ligne mesurant très exactement 12 pouces, dont le laboratoire se servait pour ajuster le tirage à échelle réelle. Le même repère figure sur l'autoportrait de Buchner. C'est une réflexion ironique sur la relativité de toute représentation, même celle qui semble a priori la plus objective. Quand la photographie était exposée en galerie, une ligne tracée sur le mur permettait de l'accrocher exactement à hauteur de regard, calculée d'après la taille réelle de l'artiste. Quant à la citation de l'Encyclopædia Britannica, très probablement une des 3 citations inventées, Buchner l'a épinglée sur un mur, refotographiée et tirée avec différents procédés artisanaux du XIXe siècle, démontrant que si la photographie ne peut pas enregistrer des idées abstraites, elle est en revanche capable d'en donner une image très concrète. Le seul artiste conceptuel à ne pas traiter la photographie avec désinvolture est comme par hasard un photographe, l'Italien Ugo Mulas. Dans une série réalisée entre 1970 et 1972,
Il s'interroge sur les opérations de base qui fondent la pratique photographique. D'où le titre « Vérification ». Vérification numéro 9, l'ouverture du diaphragme qui détermine la quantité de lumière que laisse passer l'objectif. Mulas expose en quelques minutes une pellicule entière, 36 vues d'un paysage ensoleillé que les variations du diaphragme font passer d'une nuit artificielle à un jour trop clair et retour. Vérification numéro 7. Le travail du laboratoire où l'image passe du négatif au positif, mais où l'on peut aussi créer des images sans appareil, par simple contact, en appliquant ses mains, l'une enduite de révélateur, l'autre de fixateur, directement sur le papier sensible. Vérification numéro 5. L'agrandissement. Mulas photographie un bout de ciel vide, puis il agrandit cette image à l'extrême jusqu'à faire disparaître la réalité photographiée. On ne voit plus que la matière photographique elle-même, le grain de la pellicule, qui pourrait être aussi bien celui du ciel, d'un mur, d'un visage. La plus radicale des vérifications est celle qui ouvre la série, intitulée « Hommage à Niepce ». Une pellicule vierge développée, 36 images noires, 36 clichés que Mulas a choisi de ne pas prendre pour protester contre la prolifération des images photographiques, des simulacres, dit-il, qui tendent à remplacer l'expérience directe du monde. C'est avec beaucoup plus de distance que le sculpteur Joseph Kossut pose la question du simulacre photographique et des relations qui le relient à l'objet réel et aux mots qui le désignent. En 1965, il imagine une installation apparemment simple. Sur le mur d'un musée, il accroche une reproduction de la définition d'un mot, ici chair, chaise, trouvé dans un dictionnaire anglais-français. À côté de la définition, il pose une chaise réelle, qu'il photographie et dont il accroche un tirage grandeur nature à côté de la chaise en bois. La confrontation des trois états de l'objet en fait apparaître un quatrième, la chaise invisible, le concept. Pour Kossut, l'unique but de l'art est de s'interroger sur la nature de l'art. La forme d'une œuvre n'est que le point de départ de ce questionnement. Dans les années qui suivent, Kossut reproduit le même dispositif avec divers objets pour montrer que ce qu'ils sont n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le vertige créé par ces trois états, chacun réel à sa manière, mais dont un est un peu plus réel que les deux autres. Quand Kossut prend pour sujet la photographie elle-même, l'installation est encore plus troublante. Car quelle est la différence dans leur rapport au réel entre une photographie et la photographie d'une photographie ? On retrouve le même schéma en trois parties dans une série de Victor Burgin de 1986 qui confronte la photographie au graphisme et à la peinture. Le point de départ est un tableau d'Edward Hopper, Office at Night, Bureau de nuit, peint en 1940. Burgin en fait une relecture, critique et féministe, en projetant des fragments du tableau sur un mur et en leur opposant une figure photographiée au premier plan. Le fantasme des années 40 de la secrétaire hypersexuée et soumise est confronté à l'image d'une femme des années 80, émancipée et maîtresse d'elle-même, une femme, dit Burgin, qui n'est plus un objet de désir passif, mais un sujet actif. Des pictogrammes inventés par Burgin et des barres aux 4 couleurs standards de la signalétique ajoutent à ces images un autre niveau de lecture. Les barres représentent les couleurs disparues du tableau, les pictogrammes incarnent le monde extérieur. Certaines relations entre les pictogrammes et les images sont faciles à comprendre.
La boîte ouverte fait écho au tiroir. La clé, comme dans les contes, ouvre la porte jusqu'alors interdite. La femme peut maintenant entrer dans un monde inconnu et mystérieux, où ne règne plus que l'analogie formelle entre le signe et la découpe des ombres. Loin des expériences brutes de la décennie précédente, ce travail de déconstruction marque le retour de l'esthétique. La seule réalité ici est celle de l'agencement formel des différents éléments dans l'espace bidimensionnel d'un tableau. Tout comme la peinture, la photographie n'est qu'une surface. L'espace réel qu'elle prétend saisir est une illusion, comme le montre ce cliché, pris en 1968 par le Hollandais Jan Dibets. Le carré blanc au centre semble avoir été dessiné après coup sur l'image. C'est une illusion de perspective. Dibets a réellement tracé une figure géométrique sur le sol de son atelier, mais ça n'est pas un carré. C'est un trapèze qui, vu au ras du sol et déformé par le grand angle de l'appareil photo, prend l'apparence d'un carré dont on n'arrive plus à comprendre à quel espace il appartient. La simplicité de ce paradoxe visuel fait place quelques années plus tard à des créations beaucoup plus spectaculaires, comme ce montage de photographies de plus de 3 mètres de haut, dessinant sur le mur une courbe qui semble partir vers l'infini. L'élément de base est une photographie d'horizon en bord de mer, recadrée en diagonale. L'image est ensuite mise à la verticale, dédoublée, et les deux parties sont associées tête bêche, en miroir, de sorte que l'horizon se retrouve des deux côtés. Dibets répète le processus avec des fragments de plus en plus petits de l'image initiale. Les éléments, 12 en tout, sont ensuite accrochés sur le mur d'une galerie par ordre de taille décroissant, traçant une ligne apparemment continue où se mêlent ciel et terre, d'où le titre de l'œuvre « Sky, Land, Sky », ciel, terre, ciel. Dans cet autre photomontage datant de 2003, Dibets assemble des photographies prises dans le musée Zadkine à Paris. Un dessin au crayon parfait le cercle et prolonge l'espace, créant un lieu à mi-chemin entre réalité et idéal. C'est une image raffinée et plaisante, à 1000 lieues du minimalisme anti-esthétique de la photographie conceptuelle des origines, quand Baldessari, d'un simple geste, recadrait le monde. L'attitude devient la forme. Dans les années 70, cette devise de l'art conceptuel était une provocation, aujourd'hui c'est une évidence. Le geste est reconnu comme œuvre d'art à part entière, même s'il consiste à faire un doigt d'honneur au grand de ce monde, comme le fait l'artiste chinois Ai Weiwei dans ses études de perspective, ou au contraire à rester totalement immobile, comme cet autre artiste chinois, Liu Bolin. Sa performance, qui associe peinture et photographie, est un exercice de disparition. En peignant ses vêtements et son visage, l'artiste se fond dans le décor. Seuls ses pieds restent visibles, une façon d'affirmer son ancrage dans le réel. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Commencé en 2005 à Pékin pour protester contre la destruction de son atelier par les autorités, la série Hide in the City, se cacher dans la ville, est devenue un travail sur la disparition de l'individu dans le décor, symbole de la société. Liu Bolin dit qu'il s'inspire des camouflages des soldats et des snipers. Sur ses photographies, pourtant, il n'a rien d'un combattant. Statique et mélancolique, on dirait un fantôme surpris par l'arrivée du jour. Et même si c'est la peinture qui lui permet de se transformer en spectre, seule l'image photographique peut saisir cet entre-deux.
entre image et idée, entre présence et absence.